Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 30 janvier 2025. Alors beaucoup de choses aujourd'hui, on a la saison des résultats avec notamment les grosses valeurs américaines qui donnent leurs résultats. On a aussi pas mal de chiffres macroéconomiques, on verra évidemment le CAC 40, les grosses variations, les actions à suivre, les actions qui ont bien monté dernièrement et celles éventuellement sur lesquelles se placer. Et ouais, on va commencer tout de suite avec les chiffres qui sont tombés au niveau macro qui donnent quand même une croissance relativement moyenne, hein, notamment en France, en Allemagne, en Europe. En France, on a une croissance du PIB sur le quatrième trimestre qui est revenue négative et qui est seulement à plus 0,7% sur l'année. En Allemagne, c'est moins 0,2 au quatrième trimestre et moins 0,2 sur l'année. Ça, c'est catastrophique. Sur l'Europe, on est à 0 au quatrième trimestre et plus 0,9 sur l'année. On est toujours beaucoup plus fort aux États-Unis. Alors, il n'y a pas les chiffres sur l'année, mais sur le quatrième trimestre, on espérait 2,7. On est à 2,3. On voit qu'on est énormément en avance, mais qu'on a quand même un petit ralentissement de la croissance aux États-Unis. Alors, c'est des chiffres qui seront à pondérer avec les autres parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles, notamment sur les inscriptions hebdomadaires au chômage où il y a seulement 207 000. Hein. D'habitude, on est autour des 220 000 inscriptions hebdomadaires. Donc là, il y a moins d'inscrits au chômage. Et on le voit toujours avec les PCE Core, hein, indice de prix à la consommation des ménages, on est revenu à 2,50 contre 2,20 dernièrement. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup d'inflation aux États-Unis, un marché qui est toujours un peu en surchauffe, donc pas de baisse des taux évidemment. Et aujourd'hui, on avait Christine Lagarde qui, elle, a annoncé une nouvelle baisse des taux de la BCE. Elle est ici. On est passé de 3,15 à 2,90. On est sous les 3% hein, de taux d'intérêt, notamment pour les refinancements des entreprises. Donc ça commence à devenir intéressant. Maintenant, il faudrait que ça se traduise un peu dans les chiffres parce qu'on voit hein, que l'Europe, alors il aurait peut-être fallu être encore plus agressif, mais bon, déjà c'est pas mal parce qu'on n'a pas tellement suivi les États-Unis qui ont été, alors il n'y a pas la même économie, mais d'habitude, hein, la BCE elle fait un peu ce que fait la Fed. Là, on a fait les choses autrement, c'est plutôt bien, mais ça manque peut-être encore de plus d'agressivité parce qu'on voit qu'au niveau européen, c'est un peu la catastrophe. Donc, baisse des taux, c'est bien. Maintenant, il faut que ça se traduise dans les chiffres et dans les investissements, notamment des valeurs européennes. Il y a un petit souci aussi, c'est les impôts hein, qui en Europe sont quand même beaucoup plus taxés par rapport aux États-Unis. On en avait eu hier ou avant-hier, notamment. Arnaud, le président d'LVMH, qui se plaignait de ça. Alors, les impôts en soi, c'est plutôt une bonne chose, mais c'est sûr que quand il y a quand c'est un peu disparate et qu'il y a des différences un peu trop grandes d'un continent à l'autre, ça pose quelques soucis. Donc pour l'instant, il y a aussi ça hein, sur l'Europe qui a du mal à repartir. Et voilà pour les chiffres. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On avait aussi les résultats d'entreprise. On y reviendra hein, pendant les actions et puis on va encore en avoir d'autres, hein, notamment ce soir. Sur le CAC et sur les valeurs américaines. On a eu aussi STM, hein, comme d'habitude, comme redouté, c'était mauvais et ça a été vendu. Un petit point sur les matières premières avant de commencer. Le Brent qui revient ici sur un support moyen à 200. Donc toujours pas grand-chose hein, sur le Brent. On a toujours un pétrole plutôt cher. Alors malgré une demande un peu moindre par rapport à l'offre. On le sait, hein, les pays de l'OPEP ils vont s'ajuster pour garder un pétrole relativement cher. Hein, même si on est à 70, ce sera cher. On le voit. On pourra éventuellement jouer les micro-mouvements sur les annonces, mais là, on sent aussi que la Chine revient, et puis c'est un peu... moi, ça fait des semaines, voire des mois que je le dis, et que je suis investi sur des valeurs chinoises qui sont en train de bien performer, donc ça peut aussi soutenir le cours du Brent relativement haut. Alors, relativement haut, c'est pas forcément 100 $, hein, ça peut être 70. Il y aura toujours une production du pétrole qui va être... remise sur le marché hein, pour s'ajuster, pour donner plus d'argent, notamment pour les pays de l'OPEP. On peut regarder le cuivre aussi qui revient. C'est intéressant parce que l'échec sur moyenne à 200, on pouvait s'y attendre. Derrière le rendu, et le rendu, il est faible. On voit, on rend même pas la moitié hein, par rapport à ce qui avait été racheté dernièrement et on est déjà en train de revenir. Donc oui, on pourrait voir aussi une tasse à Équance avec la tasse.
Et là, on va faire lance. Et puis quand on va casser la moyenne à 200, on va casser la résistance support pour aller très fort sur le cuivre. Donc là aussi, hein, un peu un canari pour le marché chinois, et on voit qu'il est plutôt en train de revenir. Et sur certaines valeurs, c'est encore plus impressionnant. Le palladium, on est en signal d'achat aussi sur le palladium. Grosse journée aujourd'hui. Alors on revient sur les niveaux de la semaine dernière, mais ça c'est une config qui doit partir. Donc là, on est encore dans la construction, mais on devrait aussi sur le palladium aller beaucoup plus haut ces prochaines semaines. Et puis l'or, nouveau record sur l'or. Alors, pas énorme. Actuellement, on est où? On est à 2793, on est monté à 2798, donc on y va, hein, vers les 2008 et les 3000. L'objectif de 2025, ce sera les 3000 $. Peut-être maintenant, hein, assez prochainement ou pas, mais on est toujours haussier moyen terme sur l'or et l'argent aussi. Ça casse, on l'avait dit ici, hein, il fallait probablement s'investir sur l'argent fin décembre. Et là, depuis quelques journées, on voit que l'argent revient bien. Alors, il n'est pas encore sur ses plus hauts, hein, l'argent, mais il a aussi une configuration super favorable. Et vu les achats, hein, à droite à gauche, notamment des États et autres, et l'industrie qui revient un peu partout, l'argent évidemment favorable. On va voir les grosses variations du CAC. Alors, il y a beaucoup de valeurs aussi à voir un peu partout. On va pas tout faire parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Allez, on commence avec le CAC, plus 0,8. Et hop. Et on le voit dans cette phase post plus haut à 7988 où on va commencer à accumuler. Et c'est les résultats qui vont un peu continuer de porter le CAC. Mais comme on a déjà eu un peu les plus grosses pondérations, notamment sur le luxe, il faudra pas s'attendre peut-être à des grosses variations. Donc on devrait quand même temporiser un peu sur le CAC. Maintenant, sur des valeurs, il y en a qui peuvent bondir, mais comme elles sont pas énormément pondérées, je pense à Eurofin notamment, qui est pas très pondéré sur le CAC, bah, ça va moyennement l'impacter. Donc sur l'indice, on va un peu vers de la temporisation et on va regarder surtout ce qui nous intéresse, hein, les grosses variations. Et donc Eurofin qui ont donné leurs résultats aujourd'hui. Est-ce que c'est après ou avant bourse? Ça devait être ce matin, vu la tête du chandelier. Alors moi, j'ai pas regardé Eurofin parce que je suis pas très fan de cette valeur, hein, pour pas dire le contraire. Belle réaction. Alors on a une mèche basse ici sur les 47,40, on finit sur les 52, donc on voit que c'est énorme, hein, 10% en journée. On prend plus 5, on revient sur la moyenne à 200, mais il y a toujours un gap, hein, donc on verra demain. Éventuellement, pour ceux que ça intéresse, on analysera un peu plus les chiffres sur les résultats. Moi, il y a d'autres valeurs santé, hein, que j'apprécie beaucoup plus. Maintenant, est-ce que c'est enfin le déclic pour Eurofin pour sortir de leur phase baissière qui a été initiée quand même depuis l'après-Covid, septembre 2021? Moi, il m'en faudrait un peu plus. Je suis toujours un peu prudent sur cette valeur. D'autant que ouais, les volumes en plus, même pas à peine x2, hein, c'est pas un plébiscite non plus. Donc à surveiller. J'ai toujours un petit doute Kering. Alors c'est du zigzag, hein, sur Kering, on va pas le commenter. L'Oréal, ça me semble un peu mieux parce que on l'avait fait le dessin. C'est ça, hein, sur L'Oréal, sorti. Les résultats, ils seront probablement... ils sont au mois de février, mais ils seront probablement achetés aussi, je pense. Ils ont déjà été en partie achetés, mais on a une valorisation beaucoup plus faible et un rebond qui s'est pas fait sur L'Oréal. Donc je pense qu'acheter de L'Oréal, notamment depuis ici, hein, le 16 janvier, c'est plutôt intéressant. Là aussi pour le moyen terme. Arcelor, on le disait, avec la Chine qui revient, l'acier chinois va être un peu plus vendu sur le territoire domestique. Donc les valeurs européennes, indiennes et autres, hein, qui vendent des cachettes de l'acier vont pouvoir l'acheter plus à Arcelor. Donc ça met un peu moins de pression sur ArcelorMittal et ça rebondit. Donc on est toujours favorable. À long terme, il faudra casser ça, hein. C'est cette zone-là qu'on doit casser pour lancer une dynamique long terme. Mais avec la Chine, on aura certainement cette
ces zones qui devraient casser, je pense, assez prochainement, peut-être au mois de février. Ça me semble toujours intéressant. Et je voulais voir Danone aussi. On avait dit hein, que Danone était super intéressante. Et voilà, elle revient quasiment. Alors, elle a méché même au-dessus hein, de son plus haut à 67,90. Alors, c'est pas. Hop. Est-ce que c'est son plus haut historique? Oui, c'est son plus haut. Donc, elle a fait aujourd'hui un plus haut historique. Alors, en clôture aussi. En clôture au plus haut. Donc toujours favorable hein, sur Danone, notamment avec les produits dits santé, pas forcément d'accord hein, sur les produits laitiers, mais qui se vendent plutôt bien, notamment aux États-Unis aussi, qui est un marché, un des marchés les plus porteurs actuellement. Donc toujours favorable sur Danone. Là aussi, pour jouer peut-être le moyen long terme, hein, à court terme, on a quand même perdu 4-5%. 3,6. Elle n'est pas très volatile, Danone. C'est une valeur défensive, donc même les gros chandeliers comme ça qui sont impressionnants, finalement, c'est pas énorme. Au niveau de ce qui marche pas, STM, les résultats. Je vous le dis depuis. Alors, des fois, je me trompe, hein, ça peut arriver, mais depuis un moment, le graphe, il est horrible. Et quand on a un secteur qui est complètement différent en termes de graphique, il faut se poser les questions. Les questions, c'est quoi? C'est pourquoi STM diffère à ce point-là de son secteur? Bah, c'est qu'ils sont nuls. Et donc, potentiellement et statistiquement, il y a encore plus de chances d'aller vers le bas et d'être encore plus nul et de continuer à décevoir. Les remontées, ça arrive. Mais moi, je parie pas sur un âne qui va se transformer en cheval de course. STM, ils sont au tapis sur leur secteur semi-conducteur notamment, et puis là encore les résultats vendus sur d'autres valeurs, hein, semi, ça a été acheté, on l'a vu avec ASML. Donc non, évidemment qu'il faut, quand on voit ce genre de choses, il faut s'enfuir. Alors peut-être que à force de baisser, on aura des niveaux de valorisation super bas et que avec un changement de la direction, on va revenir. Mais là, ça fait quand même août, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que c'est même plus hein, avant, depuis ici, juillet, que c'est une catastrophe STM. Donc évidemment que non. Et même si des fois vous avez ce genre de graphe qui rebondit, bah, vous allez perdre 7 fois ou 9 fois sur 10 parce que ce genre de graphe, ça continue de descendre. Donc non, évidemment. On va voir quelques... Alors je voulais voir aussi quelques valeurs américaines. Alors oui, il n'y a pas que des valeurs américaines là-dedans. Hein. J'ai mis des valeurs étrangères, mais qui cotent aux US. Donc, ce que je voulais voir, c'était ça. IBM qui a donné des résultats. On l'avait dit, hein, le dinosaure qui revient et qui a investi énormément dans l'intelligence artificielle et qui a bénéficié, comme beaucoup, de cette hausse. Et là, sur les résultats, ils ont encore monté. Pourtant, des résultats pas exceptionnels, bons, mais sans plus. Prochain trimestre, il sera même un petit peu moins bien. Mais ça suffit hein, pour le marché à être plutôt favorable. Il y a aussi un rapprochement avec une entreprise d'Oracle, je crois, une filiale d'Oracle qui devrait racheter, donc une OPA d'IBM sur une valeur. IBM qui continue, hein, on l'a dit, ses fusions et sa progression dans l'IA, donc toujours favorable. Et puis là, on a fait le gros gap. Alors, c'est pas forcément le moment de rentrer court terme, mais pour ceux qui étaient rentrés avant, toujours intéressant. Et je voulais voir, à l'inverse, un gros qui n'a pas su faire le virage de l'IA, c'est Intel. Intel, ils ont annoncé hein, des suppressions d'emplois, ça devait être par là cet été. Ils se sont fait défoncer. Alors, il y a une petite hype dernièrement sur Intel parce qu'il y a des possibles rumeurs un peu d'OPA, notamment de la part d'Elon Musk. Elon Musk qui voudrait racheter alors, en partie ou en totalité Intel. Donc, ça pourrait faire bondir le cours, notamment sur les dernières semaines de cours. On pourra avoir une augmentation alors généralement, traditionnellement, dernièrement, c'est autour des 30%. Hein, c'est pas une règle, des fois il y a moins, des fois il y a plus. Mais par rapport au jour de l'annonce, on a souvent des pics comme ça, autour de 30% pour acheter la plupart des actions.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va, si ça va se faire déjà et quand ça va se faire. Parce que si vous le faites maintenant et qu'on continue de baisser pendant des jours et des jours, les 30%, vous allez peut-être les retrouver ici. Donc, c'est spéculatif. Intel, ils sont tellement dévalorisés qu'ils intéressent éventuellement encore du monde. Mais c'est plutôt que ça qu'on va jouer, hein. C'est que l'OPA sur Intel parce que ils ont fait un peu n'importe quoi. Alors, ils se maintiennent autour des 20$ quand même. Mais vu tous les autres qui ont augmenté, qui ont mis des milliards, qui sont en train de petit à petit retrouver hein, une partie de leur investissement, bah Intel, il faut un peu de la peine. Donc, ça serait que ça pour moi, jouer à Intel une OPA de Musk ou autre. Et ARM, voilà, on l'avait dit, hein, ARM, ça revient. Est-ce qu'il faut acheter? Je pense qu'il faut acheter ARM, hein. Alors moi, il faudrait que je retrouve un peu de liquidité. J'attends éventuellement encore peut-être quelques annonces, mais ça me semble quand même très solide hein, ce que fait ARM. Et il n'y a pas eu les résultats. Peut-être que les résultats seraient intéressants hein, d'acheter un peu avant. On a aussi SoftBank hein, qui était en relation avec ARM, hein, qui sont dans le projet Stargate, notamment aux États-Unis pour la construction hein, de serveurs. ARM, ils ont aussi la propriété intellectuelle de puces, notamment sur les téléphones portables. On a le secteur des téléphones portables, le marché qui est en train de revenir. Donc, on a un peu que des bonnes nouvelles sur ARM. Le pic de volume intéressant. Là. Même si ça a été vendu, on le voit, bah, la force du rendu, elle a été annihilée et derrière, on va pas en dessous des 145. Donc, potentiellement, hein, je pense qu'il faut s'intéresser fortement et puis il faudra rentrer bientôt sur cette valeur qui a certainement encore une grosse progression. Alors, on l'a vu, c'était ici sur les résultats, ça avait été complètement dingue. Hein. Alors, elle venait d'arriver en bourse, donc on n'avait pas trop encore de recul. Elle avait pris x2 en 3-4 jours. Forcément, les ratios sont un peu ajustés et on revient sur ces niveaux-là finalement, alors qu'ARM elle continue de progresser. Donc je pense que acheter maintenant ARM sur des 150, qui il y a 1 ou 2 ans pouvait paraître, un an, peut-être un peu cher, aujourd'hui ça semble plutôt soit un prix juste, soit un prix peut-être un peu bas, avec la visibilité qu'on peut avoir. Donc oui, ARM à surveiller. Et c'est potentiellement une valeur qui va casser aussi fortement vers le haut bientôt. On va faire quelques valeurs aussi, notamment la Chine. Hein, j'en parle souvent, la Chine, mais on le voit sur les rebonds de grosses actions, notamment Alibaba. Boum. On revient. Sur cette résistance-là, c'était le plus haut de mars 2023. On n'a jamais... on l'a dépassé avant, mais... dépassé fin 2024, mais on revient à nouveau ici. Et surtout la séquence énorme hein, sur Alibaba. Alors Alibaba, on en a parlé, hein, c'est évidemment le vendeur, vendeur de masse sur Internet, mais c'est aussi et surtout maintenant la tech. Avec l'IA, on a eu des annonces hein, d'Alibaba qui avait une IA encore plus performante que DeepSeek. Tous les gros un peu ont leur IA et Alibaba pour moi c'est un peu le Amazon chinois avec quelques années de retard, mais avec un potentiel aussi au moins aussi important. Et puis derrière, bah, y a tous les Chinois, un peu plus nombreux quand même que nos amis américains. Donc le graphe d'Alibaba, il devrait à terme épouser un peu celui d'Amazon, d'une tech qui va être en croissance pendant des années. Et là, on sort enfin sur la Chine de la crise immobilière. On a eu du mal à redémarrer à cause de la politique zéro Covid, mais là, dernièrement, on voit un rebond un peu généralisé. Donc Alibaba, il devrait capitaliser là-dessus et aller beaucoup plus haut. Hein. Court terme, moyen terme, on tapera les 120 et puis le retournement... bah, on espère d'avoir la même chose que ce qui s'est fait sur les techs, notamment hein, après 2023-2022, où on a eu une progression continue de ces valeurs-là, hein, beaucoup de volume,
donc toujours très favorable. On va voir quelques autres valeurs en relation avec la Chine notamment. Il y a Dada Nexus aussi qui a fait un gros boom et depuis elle rend pas trop. Alors elle progresse pas trop vers le haut non plus, c'est dans les logiciels. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, hein, la congestion. On sort de cette congestion assez fortement. On garde la zone de gap, on est au-dessus de toutes les moyennes. Il y a pas mal de volume. Donc ce qu'on va pouvoir surveiller, c'est un peu qu'est-ce qu'elle nous fait ici. Et si on est capable de repartir une deuxième fois. Toujours plutôt optimiste, hein, parce que là, le signal donné, il a été très fort. Et puis derrière, il n'y a pas trop de prise de bénéfice. Donc ça aussi, c'est intéressant. Hein. La veille, le surlendemain, 3 jours après, il n'y a pas de prise de bénéfice. On reste sur ces niveaux-là. Donc a priori, accumulation pour une deuxième vague sur Dada Nexus. JD.com aussi, on en parlait avec les membres. Hein, belle valeur. Là aussi en Chine, sur la mise en relation notamment et le commerce. Hop, la petite phase de consolidation, la sortie avec le rebond autour de la moyenne à 200, hein, comme d'habitude, le petit pic de volume qui va bien. Et derrière, on continue un peu la relance. Donc là aussi, JD.com, une valeur chinoise plutôt intéressante et favorable. Et on va voir quelques autres valeurs, notamment Hoffman. Hoffman, ils avaient déjà des contrats, hein, aux États-Unis notamment, mais ils ont élargi un peu leur offre de contrats pour avoir encore plus de ventes. C'est toujours sur les ciments bas carbone, hein, avec les clinkers zéro émission. Donc, avec un secteur de la construction qui reprend, Hoffman me semble quand même plutôt bien parti. Et on n'a pas de... Le problème qu'on a eu, c'est le retardement de cette relance de la construction. Et donc les incertitudes qu'on avait notamment sur les financements à court terme. Et là, ça devrait rentrer. Hein. Moi, j'attends bien les chiffres avec impatience parce que ça devrait changer par rapport à ce qu'on a eu les trimestres et les semestres précédents sur Hoffman. Est-ce que ça sera acheté? Moi, je pense, c'est pour ça, hein, qu'on s'est placé dernièrement et que la valorisation d'Hoffman devrait être, je pense, au moins revenir ici, hein, sur les 9 prochainement. Alors, évidemment, ça reste spéculatif, c'est une petite valeur. Elle n'a pas encore démontré sa capacité à générer de l'argent régulièrement, mais dans un secteur, hein, potentiellement à plat et en rebond comme celui de la construction et qui a besoin de valeurs zéro carbone comme Hoffman, on se demande comment ils vont faire pour se planter parce qu'ils ont toutes les cartes en main pour réussir Hoffman, donc il n'y a plus qu'à attendre. Et puis si ça le fait pas, malheureusement on partira, mais il y a quand même un potentiel relativement intéressant à avoir. Un petit point ici sur Imerys, je suis toujours dessus. Il y a une dégradation dernièrement, mais la dégradation, elle était de... Alors je crois que c'était de 40 à 35 ou de 35 à 33, c'est un truc comme ça. Donc on a baissé le prix cible, mais le prix cible il est toujours au-dessus, hein, sur Imerys. On a eu du mal sur la moyenne à 200. On revient sur ces niveaux-là, mais moi j'aime bien les 26,70. Avec notamment ce chandelier-là, du 20 décembre, beaucoup d'achats. Et on voit qu'on n'est pas trop resté longtemps en dessous et on l'a quasiment toujours touché, hein, sauf ici, le 27 janvier, mais sinon les 26,70 toujours touché. Et là, on revient au-dessus en clôture. Donc, y a juste à attendre, hein, sur Imerys, probablement un retournement. Là aussi, si on recasse à la baisse, il faudra peut-être se poser la question et partir, mais on a notamment la nouvelle mine, hein, alors je sais plus où elle est en France, j'ai oublié. Un département dans les montagnes, mais oui, Imerys, il devrait performer. Et puis il y a toujours aussi le procès, hein, qui avait été plutôt une bonne nouvelle avec les annonces d'accords, notamment sur le talc, qui est passé ici le 6 janvier. Donc on surveille Imerys. Toujours une petite ligne dessus. Et avant les valeurs abonnées,
Alors ça, elle est dans les valeurs abonnées. Un petit point, oui, sur Schneider quand même, qui fait son rebond. On l'avait dit, hein, sur les data centers, ça avait énormément chuté. Trop, parce que Schneider, déjà, ils vont pas perdre tous les contrats sur les data centers, qu'ils ont déjà une progression intéressante, et puis même sans ça, ils devraient progresser. Et puis la panique, elle a été un peu excessive, donc forcément rebond. Rebond sur des niveaux clés, moyenne à 200, support à 235. Et là, on est en train de revenir un peu à la moyenne, d'avoir un peu moins de volatilité. Et puis, les investisseurs vont certainement revenir, hein, quand la panique DeepSeek et les contrats sur les data centers vont se matérialiser. Toujours favorable et toujours en position sur Schneider notamment. Et on va voir quelques valeurs abonnées. Alors, ASML Holding, bien, hein, le rebond. La panique aussi. La mèche basse rachetée. Et puis dernièrement, on a eu les résultats sur ASML. Des résultats qui étaient plutôt bons, hein, par rapport à ceux-là où on a eu un peu peur, notamment au mois d'octobre 2024. Là, on a retrouvé un peu un élan sur le constructeur des machines à faire des semi-conducteurs. Donc, c'est toujours leader, hein. L'intérêt d'une société comme ça, c'est qu'elle est au top et qu'il n'y a pas de concurrence. Si on veut des gravures et des semi-conducteurs gravés extrêmement fins, bah on est quasiment obligé de passer par ASML parce que c'est eux qui ont les meilleures machines et que la concurrence, elle est beaucoup plus bas. Donc, ils restent parmi les plus importants. Ils ont un pricing power intéressant parce qu'ils sont capables de s'ajuster, parce que la concurrence, justement, elle est pas au niveau en termes de qualité. Et dernièrement, les résultats ont été plutôt bons et achetés. Donc, on le voit, hein, la tendance, clairement. Hop, dans un canal haussier, en retournement. Là aussi, ça va mettre du temps. On va certainement encore zigzaguer par là, mais à moyen terme, ça devrait jouer les 777 et au-dessus, je pense, dans quelques semaines ou quelques mois, selon la force du secteur IA, hein, et des techs qui vont reprendre. Mais vu les rachats quand même qui ont été faits, et puis à chaque fois ici, hein, sur les 625, novembre, décembre, janvier, ça a été racheté. On sent que c'est des points bas et que ça va faire que monter. Atari, alors oui, j'ai eu quelques membres, hein, qui m'ont demandé. J'ai répondu, quand on fait un casse, généralement on reste pas sur les lieux du crime, on s'enfuit rapidement. Donc là, c'était un peu le casse du siècle, hein. 28% sur une valeur où il n'y a rien. Il faut partir. Faut dire merci. Alors oui, on peut toujours avoir 2-3 jours comme ça, mais sur Atari où il n'y a plus rien, ça vaut 15 centimes. Ils ont essayé quand c'était à la mode de faire des tokens, d'être dans la crypto-monnaie, mais il n'y a plus rien sur Atari, malheureusement. Il y aura encore peut-être même des augmentations de capital qui vont diluer encore plus. Ils essayent de survivre depuis des mois et des années, mais ils sont morts, hein. Je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Alors oui, sur quelques jours, vous pouvez gagner, vous pouvez être gagnant, mais il faut pas rester parce que les pumps comme ça va faire que dumper par la suite et aller encore beaucoup plus bas. Donc moi, je crois pas du tout à un retour d'Atari et plutôt à éviter Clariane. Il y a eu des annonces, notamment à l'Assemblée nationale, sur des financements qui pourraient éventuellement aider le secteur des EHPAD. Donc c'est pour ça qu'on a eu une grosse journée hier en termes de volume. On a cassé, hein, les 2,29. On est allé sur les 2,47. On est même allé beaucoup plus bas sur les 1,96. Donc on voit que la volatilité intraday, 26%, hein, entre le plus bas et le plus haut. C'est énorme. Finalement, on est toujours dessous, mais on rend quasiment rien. Aujourd'hui, on est sur le plus bas là, mais on ne rend rien. Donc oui, à terme, je pense que Clariane, ils ont démontré probablement la pertinence de leur modèle post-catastrophe, hein. Et ils devraient sur le scénario qu'on avait marqué avec les flèches, revenir.
sur les 3,30 peut-être en 2025, c'est l'objectif mi ou fin d'année 2025. On voit quand même un beau retournement là de beaucoup de moyennes. A priori, c'est plutôt bien engagé. Lotus Bakeries. Alors, on avait parlé des niveaux ici sur Lotus avec la congestion sur moyenne à 200. On a cassé ici, le 13 janvier. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve le haut de l'oblique rouge ici de notre canal sur lequel on était parti un peu au-dessus, limite en surchauffe. On le casse et on revient sur le support majeur à 10 euros. C'est celui-là qui nous intéresse. C'est celui-là qui avait été explosé ici. Ça devait être des résultats le 9 août 2024. On revient dessus. On n'était pas encore revenu dessus. Alors qu'on avait testé plein de fois. Donc c'est vraiment le support majeur clé de la valeur. Et donc, le retour après la grosse hausse moyenne à 200 support, si c'est racheté, ça devrait bien rebondir. On a également l'oblique RSI, on voit, on est monté tellement haut que ça peut encore accumuler ici sur ces zones-là. On va nettoyer un peu. Mais le scénario pour être positif sur Lotus, c'est une accumulation ici et puis un redémarrage. On aura une cassure de l'oblique RSI, on aura un retour sur moyenne à 200 et puis si on casse à la fois moyenne à 200 et l'oblique court terme ici, ce sera validé pour un achat. Éventuellement maintenant en anticipation, parce qu'on joue le support, mais si on casse le support, attention, éventuellement, on pourrait même revenir là, sur les 8000. Oui, c'est pas les 10, c'est les 10 000, c'est une grosse valeur, Lotus, pardon. On pourra revenir ici sur les 9000 ou un peu en dessous et repartir après, parce qu'ils sont toujours plutôt très bien. Lotus, ils ont beaucoup de ventes. Mais là aussi, on est tellement monté haut que les niveaux de valorisation, le temps qui s'adapte par rapport au dernier trimestre, des fois ça dure 3, 6, 9 ou 1 an avant de repartir, parce qu'on a un peu trop valorisé la société. Aux immuno, alors nos amis biotech qui font souvent des bons intéressants, la conso sur moyenne à 200 et puis on n'a pas eu de rebond. Alors ces valeurs-là, faut les garder que quelques jours ou quelques semaines, parce que derrière, c'est compliqué de performer. Et là, on est un peu moyen. Alors, j'avais hésité à faire un petit point sur des valeurs biotech. Le problème, c'est souvent qu'on n'a pas trop de visibilité au niveau de la trésorerie et s'il y a quelque chose qui marche pas assez, qui se vend pas, ou si on a un échec sur le médicament, la biotech, elle est quasiment elle est foutue. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà des valeurs en relation avec des gros labos. On pense à Ipsen, notamment, qui sont en relation, je crois que c'est, je sais pas si c'est Sanofi ou Abevi, ou des fois plusieurs. Ça peut être intéressant. Pour revenir aux immuno, je sais pas sur quoi ils travaillent en ce moment. C'est moyen techniquement depuis ici la cassure des 7,30. Faut attendre plutôt si on veut jouer le gros pic de volume qui va nous dire qu'il y a des rentrées et qu'on va croire quelque chose. Pour jouer la tendance court terme, là il n'y a rien a priori. Rolls-Royce. Alors ils n'ont pas fait leur petit canal Rolls-Royce. Toujours plutôt favorable, mais là aussi on a une valorisation qui va devenir peut-être un peu trop importante et qui va mériter 6 mois ou 1 an de latéralisation parce qu'on est monté super haut sur cette valeur là. Donc si on est long terme voire très long terme, on peut rester. Maintenant pas forcément de porte d'entrée court terme, même moyen terme sur ces valeurs-là. Ou alors on joue le trend following en se disant ça va continuer, mais plus on monte, plus ça va être difficile de continuer. Et il faudra mettre quand même des stops à un moment. Donc plutôt observateur, sauf si on est en position où on peut rester pour le long terme. Ruby.
C'était 2 CRSI aussi que je voulais voir. Ruby, ça casse. Il y a eu aussi, je crois, un programme de rachat d'actions. Donc ça, c'est toujours plutôt bien, hein. Quand on rachète des actions, il y en a moins en circulation. Donc mécaniquement, si vous en possédez, bah, vous possédez plus de parts de la valeur. Donc ça augmente, hein, votre participation. Donc c'est presque un peu comme un dividende. C'est même mieux, je trouve. Donc très bien, hein, Ruby. Tout ce qui est gaz aussi, pétrole et gaz, hein, on l'a dit, plutôt bien orienté. Notre ami Bolloré était sorti du bois par là, hein, autour des 26-27. Et là, on est encore en dessous. Et on a consolidé depuis un moment. Donc, on est favorable sur Ruby, hein, depuis ce rebond ici au mois de novembre et la phase qui a suivi où fallait investir. On avait mis l'oblique, l'ellipse orange ici, donc toujours favorable. Il faudra voir à court terme si on est capable de casser la moyenne à 200, parce que là, on va revenir. Si on n'est pas capable, ben, on aura encore une nouvelle tentative, mais plus on va la tester rapidement, plus elle va casser. Mais elle devrait casser. Donc plutôt favorable, il est plus prudent, on attendra ces niveaux-là, des 26, mais il y a de grandes chances d'aller combler le gap prochainement sur les 27 et quelques, hein. 27-30 sur Ruby, donc positif aussi. Trigano, pas mal Trigano, parce qu'elle a énormément baissé, hein, notamment c'est dans le loisir. Et le gap haussier ici. Alors la croissance en France et en Europe est pas terrible, donc ce secteur-là est pas forcément le plus à jouer, je trouve. Maintenant, il y a toujours des valeurs qui tirent leur épingle du jeu et qui vont être intéressantes, même dans un sentiment un peu dégradé au niveau macro. Maintenant, ce qui est intéressant, oui, c'est le gap ici, le retour sur la moyenne court terme qu'on a cassé. Et là, on fait la période d'accumulation. Ici, on accumule, on fait un échec sur les 128 à chaque fois. On est racheté sur les 117 et dernièrement, on casse. Donc oui, on est favorable sur Trigano. C'est un signal d'achat ici pour jouer le moyen terme. Et alors, le gap, pourquoi pas, hein, le gap des 140... 148.7, pourquoi pas. Déjà, il faudra casser les 136, mais on n'est pas loin, on a une dynamique intéressante, donc favorable, hein, sur Trigano. Passe de CRSI, sinon je vais oublier. Moi, je suis toujours dessus, hein, sur 2 CRSI. C'est dans les logiciels notamment et les serveurs. On a eu ce beau gap haussier. Les 5,16, le range qui se transforme en congestion parce qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. Le retour ici sur moyenne à 200 et la cassure. Donc à partir d'ici, moi je suis positif, hein, à partir du mois d'octobre-novembre. On doit avoir quoi? Une petite congestion, beaucoup plus petite que celle-là, et une sortie. C'est ce qu'on a eu. Ici, notamment le 3 janvier, on a eu la congestion et la sortie. Malheureusement, derrière, on n'a pas réussi à continuer. Mais on est toujours dans cette configuration d'accumulation finalement et à voir, hein, si on est capable de repartir. On a méché une nouvelle fois sur les plus bas, ça a été racheté. Donc pour l'instant, on est en attente sur des CRSI, il y a beaucoup de volume. Ça n'arrive pas à démarrer, mais ça ne baisse pas non plus. Donc moi, je suis toujours dessus. Et en attente. Et enfin, Verve thérapeutique. Alors, la chose positive, hein, on le dit souvent, quand on a une action baissière, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il faut que les plus hauts, pardon, qui sont de plus en plus bas, doivent être dépassés. Donc là, on a un plus haut à 78, à 56, à 42, à 30, à 24, à 20, à 19, à 7. À chaque fois, c'est de plus en plus bas. Et les rebonds, ils n'arrivent pas à performer. Et là, enfin, on a eu un rebond au-dessus, mais pas en clôture. On a méché, mais on n'est pas loin. On a également un retour au-dessus de la moyenne à 200. On sent éventuellement que ça peut être la fin de la baisse. Donc pourquoi pas, si on arrive ici à accumuler, ça me semble encore un peu en anticipation, mais il faudrait plutôt attendre ça, hein, qu'on ait un ou deux chandeliers ici en clôture, au-dessus des 8, entre les 8 et les 8,50, et acheter peut-être cette zone-là pour du moyen terme, hein, même pas en court terme, là.
L'optique court terme, on la jouera plutôt sur des grosses rentrées de volume ou des points bas. Donc, hop. Donc voilà sur Verve. Et ça reste une action évidemment spéculative, hein, parce qu'elle n'arrête pas de descendre. Donc plutôt une petite ligne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent et les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus.